Bon mardi à toutes et à tous, le bar des supporters sur Maritima, histoire de voir comment se digère cette défaite lors du Classico, histoire de voir aussi si le tourment est toujours dans les têtes marseillaises ou pas. On va vérifier ça avec l'équipe du BDS. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut l'équipe. Alors on t'a pas vu depuis dimanche. Ouais. On va vérifier comment toi aussi tu as récupéré de ta soirée au Vélodrome. Je posais déjà la question à Jaco. Est-ce que pour toi aussi, ce qu'on a vu dimanche soir, ça fait partie des pires classicos de l'histoire ? Oui, ça fait partie des pires classicos. Pourquoi ? Parce qu'il a tout manqué. De l'intensité, de la technique, de la tranquillité, les distances de marquage qui étaient catastrophiques. Voilà, on les a regardés jouer et on les a mis sur du velours. Et dans ce genre de match-là, comme je le répète assez souvent, perdre des matchs, ça va arriver, ça arrivera encore. Mais les perdre de cette manière-là, c'est inacceptable et inadmissible. Voilà, quand tu portes ce maillot, que tu arrives au stade 3-4 heures, depuis 15 heures autour du Vélodrome, c'est à bloc, 2 heures avant, les virages ils sont pleins, ça chante à la gloire de l'OM, et tu rentres et tu vois cette purge-là, dès les 5 premières minutes, on savait que ça n'allait pas le faire. Voilà. Il n'y avait pas un joueur, hormis peut-être Rabiot et un peu Heubière, 4,5, 5 sur 10, tout le reste, c'est entre 1 et 2. Voilà. Et Rouli, voilà, qui est pareil avec Heubière et Rabiot. Mais sinon, c'était tout simplement inacceptable. À regarder, c'était horrible. Et pourtant, je sais qu'on était confiants. Oui, c'est vrai. Donc, au bout d'un moment, je crois qu'on va arrêter de faire des pronos. Oui, hein, parce que certains nous le demandent d'ailleurs. On est vraiment mauvais. certains nous disent qu'on est des poissards. Peut-être qu'on va éviter cette séquence à la fin des numéros. C'est pas ça, si vous voulez les gars, c'est qu'il faut être objectif. C'est que quand tu es supporter de l'OM, bien sûr que si vraiment tu étudies, tu fais le prono, mais nous c'est le cœur qui parle, c'est pas la raison. C'est-à-dire qu'on a envie que ça se fasse, on aimerait tellement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu es en train de nous dire que c'est pas des pronostics scientifiques, c'est des pronostics du cœur, instinctifs. Et voilà, du cœur. C'est-à-dire que si demain tu me dis, alors Jaco, Paris Saint-Germain, Paris va gagner 3-0, mais le lendemain tu te fais huer, mais lui non, Fada, mais c'est normal, mais c'est le cœur qui parle, et des fois c'est pas la raison. 50% de tort partagé vers les joueurs, vers Roberto De Zerbi, c'est un petit peu ce que nous disait Karim hier. Est-ce que d'abord tu es d'accord avec ce pourcentage-là, et est-ce que toi tu considères que c'est le peut-être premier vrai accro de la saison pour Roberto De Zerbi, cette défaite ? Premier vrai accro, oui. Après, comme je l'ai dit, ça reste un match, c'est 3 points. Mais ce genre de match-là, c'est plus psychologiquement qui va t'aider à pouvoir mettre le curseur sur ce que tu es capable de faire face à l'équipe favorite du championnat. Est-ce que tu vas être assez proche d'elle ou pas ? Voilà, malheureusement, on a tous vu ce match-là, on est à des années-lumière. Après, malheureusement, l'équipe a failli sur ce gros match-là, le plus attendu de la saison. Maintenant, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Après, moi, je mettrais 60-40. 60 pour les joueurs, 40 pour l'entraîneur. L'entraîneur, pourquoi ? Parce que Roberto De Zerbi, dès son 11 de départ, il s'est complètement trompé. Voilà, il va falloir arrêter avec Brassier arrière-gauche, c'est pas faute qu'on le dise ici. Il y a de quoi essayer de trouver d'autres solutions. Cornelius, C'était quoi les autres solutions en absence de Luis Garcia qui était un petit peu blessé ? Peut-être mettre Cornelius arrière-gauche et Brassier dans l'axe. Peut-être, voilà. Je vois plus Cornelius avoir plus de compétences avec sa vitesse, et il m'a l'air un peu plus technique que Brassier. Et Brassier, avec la carrure qu'il a, le physique qu'il a, il est beaucoup plus important dans l'axe que sur un couloir. Voilà, de toute façon, il a pris le bouillon, et lui, et Murillo de l'autre côté. Donc, sur les choix du 11 de départ, il y a beaucoup de choses à dire. Et après, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'il aurait dû faire des changements dans les 20-25 premières minutes. Pas des changements de joueurs, mais notamment tactiques. Quand on voit le bouillon qu'on prenait et qu'on n'arrivait pas à faire 2 passes, j'ai pas vu ce repositionnement tactique. Je ne dis pas qu'il aurait changé le match, mais au moins de dire, bon, il a vu qu'il y a des choses qui ne vont pas, il est intervenu. Donc 40 pour lui, 60 pour les joueurs, parce que les joueurs, ils n'ont pas été dignes de l'Olympique de Marseille. Jaco, la marche était trop haute pour défier ces Parisiens, ou c'est la gestion émotionnelle qui a fait défaut à certains joueurs ? Je ne pense pas que la marche soit aussi haute que ça. Je pense qu'on a fait un non-match. L'écart entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille n'est pas autant important que ce qu'on a vu dimanche. Tu as joué une belle équipe de Paris Saint-Germain et une équipe pourrie de l'OM. C'est le plus mauvais match de l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, on va se dire, ouais, mais au début tu t'enflammais, mais je voyais des joueurs.
On parle de notre attaque de ce dimanche. Greenwood, œil sur 20, Luis Enrique, fantôme, Eli Wahi, fantôme, Aminarit, exclu. Mais comment tu veux lutter? C'est tout simplement pas possible. C'est pas qu'il y a un écart exceptionnel, c'est qu'on n'a pas joué. Il n'y a rien eu dans ce match, les gars. Tu peux même pas l'analyser. À quel moment, dans une saison, tu vois un match où nous, on s'amuse à faire le top et le flop dans le débrief? On ne le fait pas. Il n'y a que des flops. Oui, tu vas mettre le top sur Rulli, qui lui a été important. Les autres, Hubert et Rabiot, tu ne peux pas leur dire qu'ils ont eu 6 sur 10. Ils ont eu 3,5 ou 4, ils n'ont même pas la moyenne. C'était un non-match. Dans ce match-là, il faut le mettre à la poubelle. Alors hier, je commençais à vous donner quelques déclats ou quelques commentaires d'auditeurs et de supporters marseillais. Je vais vous en donner quelques-uns encore aujourd'hui. Vous me dites, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Jean-Philippe nous disait hier, d'ailleurs, sur les commentaires sur la chaîne YouTube, on dirait qu'il y a cette année encore 2 équipes, un OM à l'extérieur et un autre à domicile. Est-ce que le plus gros travail à faire, c'est pas au niveau mental? Peut-être aussi, c'est un tout. Oui, on voit que l'équipe est beaucoup plus à l'extérieur. Ça, tous ceux qui suivent l'Olympique de Marseille, ils l'ont vu qu'à domicile, on a d'énormes difficultés. Pourquoi? Parce que les équipes, généralement, jouent bloc bas et nous, on a du mal à les faire sortir. Mais bon, là, c'était pas le cas dimanche. Paris t'a étouffé. Donc, je me suis dit, si tu joues si bas, est-ce qu'il avait une idée en tête? C'était de les aspirer pour mieux les contrer, mais on n'a rien vu. On n'arrivait pas à faire de passe. Le 3/4 des ballons, ils partaient en touche ou tu les rendais aux Parisiens. Donc voilà, après, psychologique, oui, mais tu parlais tout à l'heure de est-ce que c'est un problème mental? Moi, je dirais pas ça. Je dirais quand tu changes 80% de ton effectif, que le 3/4, ils connaissent pas ce que c'est l'essence d'un OM Paris, parce qu'ils sont pas du championnat de France ou de la région, eh ben, est-ce que tu rentres avec un peu moins d'intensité que des joueurs en face, que ça fait 5, 6, 7, 8 ans, qui sont dans leur club et qui savent que pour leur 12e homme, c'est ce qu'il y a de plus important sur la saison? Peut-être il y a de ça aussi. Donc il va falloir retrouver une cohérence avec cette équipe-là. Moi, je le dis depuis le début, je ne veux pas m'emballer. Oui, il y a un collectif qui est loin d'être dégueulasse. Oui, il y a un collectif qui a encore une grosse marge de progression et qui, pour moi, peut aller chercher les 4 premières places de la Ligue 1. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il va falloir qu'on se renforce énormément. La priorité des priorités, c'est défensivement. On est vraiment à la cave. Moi, qu'on ne vienne pas me dire qu'on a une très très bonne défense, c'est pas possible. Hormis Balerdi qui surnage un petit peu, tout le reste, c'est très moyen. Et tu ne vas pas aller loin si tu n'arrives pas à trouver des modifications au mercato d'hiver pour renforcer ta défense. J'entends déjà des commentaires de personnes dans leur voiture qui disent « Ouh, Balerdi but contre son camp, est-ce qu'il a surnagé vraiment hier soir mais ça arrive, ça fait partie du football, c'est un des meilleurs défenseurs pour l'instant. C'est pas parce qu'il fait une erreur, on lui accorde l'erreur, c'est pas une erreur, on le dit régulièrement, c'est une erreur, d'accord, mais après pour le reste, jusqu'à présent, il a été bon, Balerdi. Sur ce que dit Steph, la défense, le problème que nous avons eu jusqu'à présent, c'est qu'on n'a jamais eu notre défense au complet. Une fois, c'est Balerdi qui est suspendu. Une fois, c'est Cornelius qui est suspendu. Une fois, c'est Quentin Merlin qui est blessé. Une fois, c'est Koné qui est blessé. Donc, tu n'as pas forcément les 4 défenseurs que tu devrais avoir. Donc, des fois, tu as Kondogbia qui vient remplacer un défenseur central. Tu prends Brassier, tu le mets sur le couloir gauche alors qu'il est incompétent à ce niveau-là. Ulysse Garcia, tu te rends compte que Ulysse Garcia et Quentin Merlin étaient blessés dimanche. Tu as été obligé de mettre Lilian Brassier. Mais je pense que je rejoins Steph sur le fait que ces joueurs-là, tu faisais une défense à 3 avec 2 latéraux qui soient Murillo et un autre Lirola qui puissent prendre le couloir, mais tu mettais 3 défenseurs centraux pour pouvoir avoir un peu de largeur. Cette équipe-là, moi je veux bien et j'admets tout. Attention les gars, bien sûr que De Zerbi est un grand entraîneur, ok, mais on a le droit aussi d'avoir notre vision du football. On peut avoir modestement notre avis. Quand tu vois ce qui a été fait, c'est-à-dire que tu as 2 joueurs qui sont sur les côtés et qui te lâchent la ligne de touche et qui te prennent dans l'espace, où ils ont toujours 15-20 mètres de distance pour pouvoir faire un bon contrôle, une belle accélération. Mais il faut remédier rapidement à tout ça. Ce qu'on a vu nous, c'est à lui à prendre en considération, c'est à lui à faire des changements tactiques. Tes idées du départ, elles sont comme ça. L'entraîneur adverse, il t'a étudié et il fait quelque chose de différent. Hop, je me réadapte directement. Mais là, tu t'es pas réadapté. On parle souvent de ce fameux retour de Quentin Merlin que tout le monde attend avec impatience. Vous vous rendez compte quand même qu'on parle de Quentin Merlin, on dirait qu'on parle de Mohamed Salah à Liverpool. Non, mais parce c'est chaud, non, quand même?
parce qu'il fait un excellent début de saison. L'année dernière, on était les premiers à le dire, qu'il n'était pas à son niveau de Nantes. Voilà, il est international français espoir. C'est un joueur en devenir. Mais il va pas falloir l'attendre dès ce week-end, même s'il vient à jouer. Il a eu pratiquement 1 mois et demi, voire presque 2 mois d'absence. Il ne faut pas s'attendre à monts et merveilles dès dimanche s'il vient à être titulaire. Il va falloir aussi lui qui retrouve un peu le goût de la pelouse, le goût du terrain et qui reprenne tous ses automatismes. Mais c'est clair que le couloir qu'on avait avant qu'il se blesse, le côté gauche, c'était le côté fort de l'Olympique de Marseille. On l'a toujours dit ici. On voyait que Murillo prenait rarement la profondeur. À mon avis, comme il aime bien dire Jaco, l'effet banane, c'est peut-être fait exprès par Roberto De Zerbi pour créer des décalages. Mais oui, quand tu perds Quentin Merlin, on s'est tous dit ici, aïe aïe aïe, ça va être compliqué, et on l'a vu. On a vu qu'au niveau dispositif offensif, on était plutôt content des recrutements qu'on avait faits. On était emballé avec Eli Wahi, avec Mason Greenwood, etc. Après ce match face à Paris, ce sont presque des joueurs qui sont pointés du doigt, peut-être même un peu en interne, parce que c'est trop insuffisant. Ouais, mais sur ce match, ils ont été absents. Il faut appeler un chat un chat. Si tu es le coach ou le directeur sportif de cette équipe, Mason Greenwood, il est sorti à la mi-temps. C'est pas rien, hein. C'est un signe fort. C'est-à-dire que c'est ton point fort. C'est un gars que tu as recruté, tout le monde en parlait, nous les premiers. Quand tu as un joueur comme ça, capable de faire des choses tout à fait extraordinaires, capable de changer le cours du match par des accélérations, par des passements de jambes, et le voir comme ça, faire un fiasco avec aucune envie dans la récupération, dans la perte de balle, il n'a même pas couru, c'était scandaleux. Luis Enrique, qui est devenu le fantôme de Luis Enrique que l'on a connu, que l'on a vu à Toulouse, qui prenait le couloir, qui a fait des accélérations, c'est plus du tout le même. Eli Wahi, qui reste quand même un joueur qu'on a payé assez cher. On a vu quelques trucs, jusqu'à présent, tu le défends, je me dis, bon, c'est un joueur qui a quand même du talent, ok. Là, il a été nul, archi nul, et derrière, tu as un Aminarit dans les 20 premières minutes, qui lui aussi a été transparent. Donc les gars, moi je veux bien, mais ces joueurs-là, ils sont pas au niveau. Mais pas du tout. Dans ce match-là, c'est catastrophique. Pas au niveau de l'attitude ou au niveau de ce match-là. Dans tout. Technique, physique, mentale, il n'y a rien. Voilà. Tout ça, le staff et les joueurs. J'ai entendu des micro-trottoirs, les gens, mais il y a des gens qui ont eu honte, qui ont dit, mais c'est pas mon OM, ça. On le dit régulièrement, perdre dans le droit. Les gars, tout ça peut arriver. Si tu te mets à plat ventre contre cette équipe de Paris Saint-Germain et que tu perds 2-0, que tu t'es mis par terre, que tu sors en sang. Mais là, les gars, ça ne nous ressemble pas. C'est ça qui tue les Marseillais. Ça ne ressemble pas à l'ADN marseillaise. Avec tout ce public qui était là, la ferveur, on a fait l'avant-match avec Steph. La folie, les pétards, les gens. Tout le monde avait de l'enthousiasme. Les supporters étaient heureux de se dire peut-être pourquoi. Et tu vois ça, inadmissible. Grosse déception en tout cas, comme souvent après un classico perdu. Et pourtant, Karim nous rappelait avec certainement justesse que la Ligue 1 c'était un très long marathon, 34 étapes, et que déjà dès ce week-end, si tu avais la bonne idée de revenir avec 3 points de la Beaujoire, ben ça renverserait pas le sentiment des supporters, mais ça atténuerait un petit peu la déception. Bien sûr, parce qu'au classement, tu es loin d'être décroché. Tu es à 6 points de Paris, à 3 points de Monaco. Donc, bien sûr, si tu viens faire un bon résultat, et pour moi, je le dis, un bon résultat, c'est gagner à Nantes. Qu'on vienne pas me dire, tu fais un match nul. Si tu fais un match nul, c'est un mauvais résultat. Il faut aller gagner à Nantes pour repartir de l'avant. Après, je crois que tu reçois Auxerre. Voilà, sur ces 2 matchs, c'est 6 points. Si tu arrives à faire 6 points sur ces 2 matchs, tu pourras te dire qu'un premier bilan à pratiquement un tiers de la saison, ben, tu pourras te dire que ça va, c'est loin d'être dégueulasse. Par contre, il faut prendre ces 6 points. Il faut commencer dès dimanche soir à aller gagner à Nantes. Il ne faut pas croire que ça va être un match facile. Parce que ça va très vite devant eux aussi. Donc il va falloir vraiment jouer au football. Pas nous montrer ce qu'on a vu là. Comme tu disais tout à l'heure, l'état d'esprit. Voilà, après, pourquoi beaucoup de personnes leur tombent dessus aujourd'hui? Pour quelles raisons? Comme tu l'as expliqué, comme Jacques l'a relevé, quand tu prends un Mason Greenwood, quand tu prends un Eli Wahi, quand tu prends un Hubert, un Rabiot, tu te dis, c'est sur ce genre de match-là que tu vas voir réellement quel va être le niveau. Ce sont mes plus-values cette année. Quel va être le niveau de l'équipe. Et qu'est-ce que tu vois? Et tu vas pouvoir te jauger. Et c'est là où tu te dis, ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi, attention. Hein, mais tu te dis, bon, tu as réussi à faire jeu égal ou voire à les mettre à mal. Il y a moyen de faire quelque chose cette année. Et psychologiquement, pour les joueurs eux-mêmes, c'est un plus, c'est un boost. Parce qu'aller gagner contre Montpellier 5-0,
Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Allez gagner à Nantes dimanche, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Oui, il faudra le faire. Quand même. Oui, mais il va falloir le faire. Mais si tu gagnes, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut arrêter de croire que Nantes, c'est pas le Barça. Hein. Toi, tu n'es pas non plus le Barça ou le Real. Mais sur le 11, intrinsèquement, hein, voilà, je la place. Attention au prochain mot à Karim. mais non, mais voilà. Je le dis, je le répète, pour moi, notre point faible, notre gros point faible, depuis le début du championnat, c'est la défense. Si tu n'arrives pas à te renforcer au niveau de ta défense, pour moi, ça va être dur d'essayer d'accrocher les 3 premières places. Alors, Roberto De Zerbi rappelle régulièrement que son équipe est toujours en construction. Est-ce que c'est un argument recevable ou est-ce que vous avez envie de lui répondre? On est déjà au premier tiers de la saison. Là. Alors, je peux y répondre, bien sûr. On comprend tous qu'il a des méthodes assez spécifiques, spéciales, qu'il veut construire quelque chose de différent et qu'il faut du temps. Jusque-là, je peux le comprendre. Mais moi, normalement, tu construis, ça doit aller de mieux en mieux. Nous, on est parti très bien et on va de moins en moins bien. Parce que, hormis le match de Montpellier, on se rappelle auparavant, on a fait une défaite pourrie à Strasbourg, un match pourri, avec des positionnements de joueurs pourris. Derrière, on a eu un match nul à la maison où on a été incapable, face à Angers, de battre cette équipe. Ensuite, on a ce match pourri contre Paris Saint-Germain. Donc, je ne vois pas une progression énorme. Et ça, c'est là la question que je me pose. Je me dis, coach, où est la progression de l'Olympique de Marseille? On a vu, moi personnellement, j'étais enchanté dès les débuts de voir, je me dis, si ça continue à progresser comme ça, je m'enflamme parce que je pense que je peux m'enflammer, les joueurs vont progresser, il y a des joueurs de qualité, Greenwood et compagnie. Là, je vois de moins en moins de choses. Et là je suis surpris et je me dis, non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je ne vois pas de progression. Déplacement à Nantes ce week-end avec Antoine Comboiré qui cherchera forcément à utiliser cette défaite marseillaise dans le Classico pour essayer de provoquer, comme disait Jaco, la deuxième bosse aux Marseillais de la semaine. Quoi. Oui, ça c'est clair, mais aux joueurs à avoir un peu d'orgueil et de repartir de l'avant. Voilà, je me répète, oui, ça met un coup derrière la tête, mais c'est pas une fin en soi. Comme l'a dit Karim, il y a 34 journées, le championnat est encore long. Et une victoire ou une défaite contre Paris, c'est 3 points. Donc c'est autant de points qu'une victoire dimanche à Nantes. Donc il va falloir aller relever les manches, mettre le bleu de chauffe et montrer que c'était un faux pas collectif, malheureusement, et que ce groupe-là va repartir de l'avant parce qu'il y a les qualités pour, comme je le dis, je me répète, pour pouvoir aller chercher quelque chose de bien à la fin de la saison, c'est-à-dire d'atteindre tes objectifs. Mais pour cela, devant, il faut être intransigeant parce que tu sais que derrière, malheureusement, même Nantes va te mettre en danger. Tu sais, on parle de niveau comptable, Marco. Bien sûr, c'est 3 points, ok. Mais il y a des matchs qui n'ont pas la même ferveur, la même valeur. Et quand tu prépares le match de Nantes en ayant eu une rouste contre Paris Saint-Germain, la semaine de préparation n'est pas la même. Dans la tête, dans les têtes, tout est différent. Donc il y a des défaites qui font mal. Et celle-là, elle te fait très mal. Moi, je veux bien sûr qu'à la fin, si on est 2e ou 3e, on ne se rappellera plus du match pourri de Paris Saint-Germain, encore que. Mais bon, on l'aura peut-être avalé et digéré. Mais quand même, il va falloir dès dimanche montrer autre chose, parce que imagine-toi que tu fasses un petit résultat à Nantes, c'est-à-dire un match nul qui n'est pas forcément un très très mauvais résultat, si tu reçois Auxerre à la maison, attention que le public va pas être heureux. Avec des supporters marseillais interdits de déplacement pour la Beaujoire. Depuis quand les Nantes Olympiques de Marseille sont des matchs à risque désormais? Je sais pas, mais en tout cas, encore une fois, la solution de facilité du côté des préfets. Et on l'a vu dans tous les stades où tu bloques où tu fermes les parkages. Il y a des supporters qui montent par leurs propres moyens et ça crée malheureusement des tensions dans les tribunes. Donc ouvrez les parkages, mettez les supporters adverses de quelques clubs de Ligue 1 que ce soit, pour les mettre en sécurité. Ça sert à ça aussi, un parkage. Ça sert d'encadrer les supporters adverses, les contenir et faire en sorte que, que l'équipe qui se déplace puisse être supportée par ses supporters. Au lieu de ça, on verrouille tout, les gens montent par leurs propres moyens, ça crée des tensions, ça crée des problématiques. Donc voilà, la réponse, elle est très simple. Maintenant, est-ce qu'ils ont la même vision que moi? Je pense pas. Tu as l'impression qu'ils font tout à l'envers. Mais tu as mis un boulanger patron de la Ligue de football. Un boulanger
Le mec, il était dans la boulangerie. Monsieur Labrune, lève-toi la farine. Vincent, oui, mais j'ai pas si honte tu de le écoutes dire. cette émission... Monsieur-là est incapable. Monsieur-là a aucun charisme. Aucune légitimité à ce poste. Voilà le vrai Voilà. mot. Merci Marco. Aucune légitimité pour être aujourd'hui président de la Ligue de football. Je suis désolé, ces instances l'ont élu, c'est du copinage, c'est pas quelqu'un qui va te proposer quoi que ce soit, il en est incapable. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on en est là. Tu rajoutes à ça des trêves internationales qui sont là sans arrêt pour couper le rythme du championnat, les stades vont se vider. Ouais. Continuez comme ça. Le seul stade qui vit en France, c'est celui de l'Olympique de Marseille. Vous fermez les parcages, vous interdisiez les fameux fumigènes, vous interdisiez ceci, vous interdisiez cela. Bien un jour, vous jouerez dans les stades vides et vous vendrez plus vos droits télé. Continuez. Non, mais de toute manière, l'attractivité de la Ligue 1, elle s'effondre d'année en année. Hein. Mais bien sûr. C'est des faits, donc et tu le vois dans zone de même presque, ils vont te payer pour que tu. Mais va vendre à Ingérence, toi, les droits télé. Vas-y, tu vas voir qui regarde. Mais tu peux pas, c'est pas possible. Donc oui, et tu as l'impression que ces gens-là regardent que leur nombril, que leurs propres intérêts, et ils regardent pas l'intérêt collectif. Faut pas oublier que le football, c'est un sport populaire. Donc c'est fait pour rassembler, réunir et prendre du plaisir pendant 1h30, voire 2h moins le quart avec les prolongations pour oublier tous les problèmes qu'on a au quotidien. Ça sert à ça, de se rendre au stade, et de partager des choses. Là, tu as restriction sur restriction. Dès que tu dis enfoiré, je vais rester poli, presque tu vas être condamné au tribunal. Il faut redescendre un petit peu. Hein, et laissons les choses se faire, bien entendu, avec un encadrement. Mais de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Dès qu'il y a une nouvelle personne qui prend du pouvoir, je parle du ministre de l'Intérieur ou du ministre des Sports, ils veulent mettre leur nom. Voilà, ils veulent créer une loi, mettre leur nom. Et à chaque fois, c'est de pire en pire. Et on se rend compte que in fine, ils se sont complètement trompés. Pourquoi ? Parce que les gens ne viennent pas de ce métier-là, qui est le football, ne connaissent pratiquement rien au sport, et derrière, ils te pondent des arrêtés et des lois qui n'ont rien à voir en adéquation avec la réalité du terrain. Allez, vous êtes énervés tous les deux. Non, mais il a raison. Non, tu rajoutes à ça Jacques-Henri Hérault qui était président de l'Olympique de Marseille. Non, mais lui qui voulait refaire comme FIFA le tir de l'extérieur. Non, mais on a tout vu, les gars. On a tout entendu. Le mec, il arrive de la Lune. Il veut te refaire les lois du football. Jacques, le traitement, tu l'as arrêté dernièrement. Moi, je veux bien, les gars. Il y a des gens qui sont spécialistes du football, qui sont nés dans le football, qui ont des idées, qui sont capables. Eux, ils en sont incapables. Je vais te dire juste 2 minutes, Marco. Quand tu as un Grand Prix de Formule 1 à la télévision, et si en face tu as un Marseille-Lyon ou un Marseille-Paris Saint-Germain, les gens ils regardent Marseille-Paris Saint-Germain ou Marseille-Lyon. Si tu as Angers, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite, tu vas voir comme il y a de gens qui regardent le Angers. Allez, l'équipe du BDS en pleine forme ce soir, et donc effectivement les supporters marseillais seront devant leur télévision et derrière leur radio Maritima, bien évidemment, pour suivre ce Nantes Olympique de Marseille. On parlera du Ballon d'Or demain. Vous en parlerez avec Karim sans aucun problème. C'est Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City, qui a finalement qui est passé juste devant Vinicius. Polémique ou pas polémique, vous en parlerez largement demain. Merci les frérots, merci Steph. Toujours un plaisir. Merci mon Jaco. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima. Merci pour votre fidélité. À demain 18h. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 3 novembre à 20h45, l'OM se déplace à Nantes. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.